Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Zigzag Café, une nouvelle semaine avec un grand invité qu'on va vous présenter dans un instant. Le temps de vous dire que Steve Ravussin, qu'on a suivi dans cette course du Rhum, est enfin arrivé. Vous l'aurez peut-être appris par vos journaux. Il est arrivé premier de sa classe, multiclasse 3 de la course du Rhum, sur son bateau Cali Service. Steve Ravussin, eh bien, on n'a pas pu l'avoir en contact téléphonique. On aurait voulu vous faire ce plaisir aujourd'hui. On ne l'a pas eu, tout simplement parce qu'il est reparti en mer. Il a dit, il est assez fatigué. Il a dit, je vais aller accueillir les copains. C'est vous dire l'état d'esprit du garçon. On n'empêche que demain, nous devrions l'avoir. Nous devrions avoir des images. Et puis, ce sera l'occasion quand même de saluer ce qui est un exploit assez extraordinaire. Moi, j'aimerais que Renato Burgi, qui est sur ce plateau, collègue journaliste, présente notre invité. Si vous deviez présenter Claude Torasanta, que diriez-vous ? Ah, Jean-Philippe, question piège. Je dirais peut-être que Claude aurait pu être un gourou, mais il ne l'a pas été. Il aurait pu être parce qu'il a une personnalité extrêmement forte, chaleureuse, c'est un meneur. Mais ce qui définit Claude, à mon sens, pour être bref, c'est que c'est d'abord l'information. C'est d'abord un journaliste d'information, c'est un homme qui a incarné le service public, c'est un homme qui a le sens profond de l'amitié, de la fidélité. Il est profondément corse. Mais c'est un Corse qui a assimilé Calvin. Voilà la définition que je donnerais de Claude. Alors, on peut vous préciser de quelle manière se présentera cette semaine. Aujourd'hui, on va aller du côté de la Corse, on va découvrir ou redécouvrir Claude Torasanta. Demain, il sera question du service public, puisque Claude Torasanta est l'auteur de chroniques, et l'une d'entre elles a fait du bruit à propos de la télévision. Ce sera l'occasion de dialoguer avec Guillaume Chenevière, qui sera sur ce plateau. Ce sera aussi l'occasion de continuer ce parcours de journaliste, à la fois à la presse écrite d'abord, et ensuite à la télévision. Et puis, jeudi, nous parlerons de la précarité, puisque vous êtes à l'Hospice Général. Vous nous rappelez quel rôle vous avez à l'Hospice Général ? Je suis président du conseil d'administration. Président du conseil d'administration. Ça fait chic comme ça. Ça fait assez chic, je trouve. Ça fait comme ça une fin de carrière, comme ça, président du conseil d'administration. Non, c'est vrai que mais rappelez peut-être pour les téléspectateurs qui sont en dehors de Genève ce qu'est l'Hospice Général. L'Hospice Général est une institution qui, à Genève, s'occupe de toute l'aide sociale. Aide aux chômeurs, l'assistance publique, les requérants d'asile, quelques établissements de jeunes. C'est 800 et quelques collaborateurs, un budget de 200 et quelques millions plus un EMS. Donc c'est une grosse institution sociale à Genève. C'est comme le disait un peu une fois un journaliste, c'est l'âme sociale de l'État à Genève. C'est ce qui intervient lorsque plus rien ne fonctionne pour aider les gens. Alors, les questions qu'on va se poser cette semaine, c'est au fond lorsqu'on a les responsabilités de Claude Torasanta, lorsqu'on les a eues, lorsqu'on a fait un certain nombre de choix, que ce soit dans l'information ou que ce soit dans des engagements personnels. Quel est le lien avec les racines? Quel est le lien avec un parcours personnel? Quel est le lien avec des choix dont il pourrait nous révéler certains aspects? Vous êtes né au Havre, en Normandie, 11 novembre 1934. Mais quel est le lien avec la Corse? Mon grand-père était d'origine corse. Mon nom Toracinta est un nom corse, c'est la Tour Sainte, Torre Singere. Et mon grand-père, au début du siècle, a émigré. Quelle était sa profession? Il était maçon. Enfin, lui a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'était une famille, et Toracinta encore, c'est une famille maçon, grand-père maçon, l'arrière-grand-père maçon. Et lui a quitté la Corse quand il avait 20 ans. C'est une famille où il y avait beaucoup d'enfants. Et je dirais, son départ me fait toujours penser un peu au départ des Irlandais pour les États-Unis, au départ des Tessinois aussi. Il y a un très beau livre, Le fond du sac, que je trouve un des plus beaux livres suisses, de Plinio Martini, qui est un très très beau livre qu'il faut lire sur l'émigration tessinoise à la fin du siècle, au début de ce siècle passé au début de ce siècle. Et c'est ça, c'est les gens, parce qu'il n'y a pas de travail, qui partent. Et ça nous ramène à des situations aujourd'hui que nous vivons en Suisse, dans ce pays prospère, où ce sont les autres qui viennent. On dit qu'en 1900, quand votre grand-père est parti pour le continent, il avait 5 francs en poche. Oui, on dit, alors ça c'est peut-être la légende familiale, mais on dit qu'il est parti avec un écu, effectivement, avec 5 francs en poche, et qu'il est parti, il a d'abord été s'installer à Marseille, où il a retrouvé des cousins, vous savez, le clan familial qui a joué. Et c'était comme ça que les gens partaient à l'époque. Avec ce qu'on oublie, c'est que ces gens, en général, ne revenaient pas. Qu'aujourd'hui, c'est simple, vous avez le fax, le téléphone, Internet, que sais-je, vous pouvez toujours garder le contact, même si vous êtes parti loin. À l'époque, les gens partaient et savaient confusément qu'ils ne reviendraient pas, savaient confusément qu'ils ne reverraient pas cette terre. Il n'est jamais retourné en Corse. Quand ils partaient avec leur famille ou ils partaient seuls travailler? Il partait seul, il avait 20 ans.
Ouais. Il est parti seul, en espérant trouver du travail, et selon un peu cette tradition, je dirais, de tous les pays pauvres, en allant d'abord chez des cousins, en allant d'abord dans la famille, qui les prenaient en charge et autres, exactement ce qui s'est passé avec les Tessinois qui allaient aux États-Unis et autres, c'est-à-dire les familles se soutenant les uns les autres, et il est parti sur le continent, comme l'on dit. Quand on va se poser cette question tout au cours de la semaine, mais lorsqu'on a ce grand-père, par exemple, qui est émigré, est-ce que ça ne donne pas envie de faire des sujets sur l'immigration lorsqu'on est directeur d'un programme ? Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours été sensible, si vous voulez, au fait que j'ai des racines diverses et au fait que je viens d'ailleurs à travers ce grand-père et ce père que j'ai très peu connu, mais à travers ce grand-père, et que j'étais sensible justement à ce déracinement des gens, à ces gens qui sont obligés de quitter une terre et que forcément, par rapport à ce que j'ai pu faire à la télévision, dans la presse écrite, c'est aussi d'être attentif ou sensible, en bien ou en mal, à ces gens qui aujourd'hui, qui viennent du Kosovo, qui viennent du Sri Lanka, qui viennent d'ailleurs, qui sont aussi obligés de partir, et dont, en tant que président du conseil d'administration de l'Hospice, je vois la réalité de ces gens qui sont ici, en l'occurrence à Genève et autres. Renato Burgi, c'est aussi des thèmes qui vous sont proches, ça, l'immigration Oui, bien sûr. Je crois qu'on est très sensible à ce genre de phénomène, surtout qu'aujourd'hui, en effet, la migration est transcontinentale, on le sait bien. Et je pense que Claude est un descendant d'immigrés, encore que c'est un Corse qui a migré en France, c'est-à-dire qu'il ne changeait pas vraiment de pays, mais il changeait de climat, de culture, d'environnement social. Pour vous aussi ? Non. Oui, enfin, bon, c'est vrai que mon père était un Suisse d'Italie, mais c'est pas... Il faut chercher un peu les racines, on les retrouve souvent voilà, ailleurs. Il y a quelque chose, oui. Allez, Alex, alors si on allait faire un tour en Corse? Oui, je vous propose en effet que nous allions sur les traces de vos ancêtres, c'est-à-dire dans le nord-ouest de la Corse, du côté de Calvi, de l'île Rousse, mais plus près des montagnes, entre deux. Et nous y voici déjà, au nord-ouest donc de la Corse, entre mer et montagne. La Balagne est de toute éternité le pays des chanteurs et des artisans, des maçons, comme vous le disiez tout à l'heure, et des sculpteurs sur bois. Un pays de bergers aussi, comme dans toute la Corse. Sans oublier les bandits qui se contentent le plus souvent aujourd'hui de transformer en passoires les panneaux routiers, y compris à Aregno. Et justement, au cœur de la Balagne, le voici, votre village, ou en tout cas le village de vos ancêtres, Aregno. Moins de 500 habitants, beaucoup moins nombreux que les ancêtres qui dorment sous la pierre à l'ombre de la splendide chapelle de la Trinité. Au hasard des tombes, un nom, aujourd'hui peu répandu, du moins parmi les vivants, et en Corse, Toracinta. Alexis Toracinta, son épouse Antoinette Marie, Florence Toracinta, Marie-Catherine, Cécile, Pierre et Paul, tous disparus avant la fin de la Première Guerre mondiale. Ils portent tous le même nom que vous et sont sans doute venus eux aussi d'Italie, mais ils n'appartiennent pas à la même branche, à la même lignée. Vos ancêtres à vous, les Fortunato, Andrea, Dominique Toracinta, c'est à la mairie d'Aregno qu'il faut les chercher. Madame, bonjour. Je voudrais, s'il vous plaît, chercher dans les archives de la mairie. Je cherche un monsieur Toracinta. Toracinta. Oui, et le premier que j'ai est en 1832. Oui, nous avons les archives à partir de 1800. Bon, donc on pourra chercher. D'accord. 1800, vous m'avez dit 1832. 32. Voilà. Première constatation, au début du siècle dernier, l'état civil est généralement rédigé en italien, même si la Corse est déjà un département français, Aregno faisant partie de l'arrondissement de Calvi. Le samedi 3 novembre 1832, naissance à Aregno d'Andrea Toracinta, fils de Fortunato Muratore, c'est-à-dire bâtisseur de murs, maçon si vous préférez. Andrea qui, à son tour, 44 ans plus tard, le 19 février 1876 à 10 h du matin, aura un fils dont
on devrait retrouver la trace dans un autre registre, rédigé en français, celui-ci, 1876, Dominique Toracinta. Le voici, votre grand-père Claude, votre grand-père qui mourra sur le continent à Marseille le 9 décembre 1954. À votre connaissance, reste-t-il des Toracinta ici à Regno? À Regno même, je ne pense pas, mais dans les alentours, oui, certainement. Dans les villages voisins. Vous en connaissez? Personnellement, un, oui. Bon, qui est originaire de Tattery, mais qui vit à Calvi. Voilà. Bon, on parle du grand-père, juste un mot peut-être sur la grand-mère quand même. Ma grand-mère, oui. la femme de Dominique, elle n'était pas corse, elle s'appelait Béatrix Delio. Alors d'une part, elle était très attentive à ce qu'on dise bien Béatrix, et pas Béatrice. Oui. Et deuxièmement, je crois qu'elle était aussi attentive à faire un D minuscule, un apostrophe et un H majuscule, petit nobliau de province, etc. C'était aussi, elle, un personnage. Mais c'est pas... Cette grand-mère-là, je l'ai peu connue. Enfin, si vous voulez, j'ai peu connu la famille de mon père. Mon autre grand-mère a été beaucoup plus présente dans ma vie. Alors, on va revenir sur votre autre grand-mère dans un instant, mais malgré tout, la Corse, et il y aura un autre témoignage dans un tout petit moment, mais la Corse, vous l'avez mise de côté, on va comprendre pourquoi. Vous allez revenir en Corse, et grosso modo en 1968. Vous avez fait cette démarche qui consistait à chercher les ancêtres? J'ai peu connu mon père, et donc c'est seulement en 1968, j'étais correspondant à Paris. Et avec Louis Albert Sbinden et nos familles, nous sommes partis en Corse. Mais en Corse parce qu'il y a le soleil, la mer, et puis 2 mois d'événements parisiens nous avaient quelque peu fatigués. Et on est parti en Corse à Algaiola. Et en arrivant à Algaiola, la responsable de l'hôtelière nous a dit « Mais Toracinta, vous êtes de la région ». Et d'ailleurs, il y a une pizzeria Toracinta. On est allé d'ailleurs à la pizzeria Toracinta. Où on a reçu, quand le patron a découvert qu'il y avait un Suisse appelé Toracinta, il nous a offert le vin du patron Toracinta. Et puis, j'ai découvert que le village d'origine n'était pas très loin. Ma mère croyait que ça s'appelait Agnano. Elle m'a dit non, c'est Aregno. Et les 2-3 années suivantes, j'ai pris comme ça quelques contacts pour voir un peu d'où je venais. Je n'ai pas fait de longues recherches. J'ai fait un petit peu comme Alex. J'étais à la mairie d'Aregno et tout. Et j'ai comme ça retrouvé, si vous voulez, quelques Toracinta. Ce qui est très drôle, c'est qu'ensuite, faisant de la télévision, j'ai à quelques reprises participé à des émissions françaises comme Droit de réponse, et j'ai eu à 3 reprises des Toracinta qui habitaient en France, qui ont pris contact avec moi, dont l'un m'a dit non, finalement, nous ne sommes pas de la même branche, et dont l'autre, effectivement, alors c'était les 2 autres, c'était la même branche, et c'était des Toracinta habitant en France, mais qui étaient, si vous voulez, qui étaient issus du frère ou des sœurs. Donc si je vous comprends bien, il n'y a pas eu de contact avec des Toracinta habitant en Corse, eh bien pourtant si, n'est-ce pas mon cher Alex? Oui, vous êtes connu. Vous êtes connu. Bon, l'un de ceux avec qui vous aviez eu le contact, je n'ai pas réussi à le retrouver, c'est un professeur à Bastia qui s'appelle Jean Toracinta. Et puis, dans les autres contacts, j'en ai rencontré un qui, je pense que c'était peut-être déjà le cas en 1968, était un peu de l'autre côté de la barrière, était gendarme. Et aujourd'hui, il est huissier. Il est huissier et il m'a donné rendez-vous tout près d'Aregno, en fait à l'île Rousse, alors qu'il réside à Calvi. Et j'ajoute que votre existence et même votre visage ne lui sont pas du tout inconnus. Regardez. Mais disons que j'ai commencé à découvrir ça parce qu'une fois je l'ai vu à la télévision et j'avais fait déjà des recherches. Mais pour nous, ça ne nous disait pas grand-chose. Vous parlez de Claude Toracinta, vous l'appelez Claude comme si c'était un ami de toujours. Vous le connaissez? Du tout. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, quel est le caractère des Toracinta et en particulier de votre lignée? D'abord, disons que celui de Claude Toracinta est plutôt bien trempé. C'est aussi le cas des autres membres de la famille? Ni plus ni moins. Mon grand-père a été d'ailleurs maire de Cattery. Il a quand même élevé 12 gosses, avec les difficultés de l'époque. Il les a tous instruits, parce que mon oncle Jean-Baptiste était quand même sous-directeur de la région sud-est à la RATP. Il y a mon oncle qui était professeur à Bastia, enfin, ils ont tous été élevés et puis c'était des battants. Il n'y avait rien qui les arrêtait. Et rien ne nous arrête encore. Bon, alors vous avez sous les yeux, parce que ça a été ma grande surprise, vous avez sous les yeux une photo de Claude Toracinta dans un journal, vous vous êtes procuré ça. Vous reconnaissez là quelqu'un de la famille? Les traits de la famille, oui. Oui.
des traits de la famille, surtout au point de vue front. Alors on va voir si vous, Claude, vous reconnaît, puisqu'il ne vous a jamais vu, s'il a l'impression maintenant, en voyant votre visage, d'avoir vraiment affaire à un parent. Et dans ce cas-là, j'imagine quand même qu'il va faire le saut jusqu'ici. J'espère. La Ça surprise, me ferait très plaisir de vous le rencontrer. Vous ne le connaissez pas. Hein? Je ne le connais pas du tout. Je sais qu'il y a des Toracinta qui doivent être des cousins éloignés en Corse. Il y en avait effectivement, vous avez parlé de Bastia, de Jean Toracinta. Il y avait un Toracinta à Corbara, qui est le village d'à côté, c'est le boulanger, mais ça n'est pas la même branche, c'est une autre lignée. Mais je ne connaissais pas du tout ce Toracinta. Je ne savais pas qu'il y avait un Toracinta en Corse qui gardait une photo ou un article du journal d'un Toracinta suisse et tout. Et effectivement, il faudra que vous me donniez son adresse pour les prochains voyages. Oui, il doit nous suivre, hein, puisqu'on est sur TV5. Tout à fait, on a donné rendez-vous, bien sûr, parce qu'il y en a encore d'autres qui veulent vous voir. Ceux qui sont en fait les descendants de ceux de Corbara, donc les descendants de ceux qui avaient la pizzeria. Je les ai retrouvés à Bastia, on se retrouvera un de ces jours à ce propos. Enfin, c'est une longue enquête. Et alors, c'est vrai qu'on vous attend là-bas. Cette fois, vous n'aurez plus d'excuses. Hein. Je reconnais bien là Alex Descotes. Je reconnais bien là le côté enquête d'un bon entendeur. Rigoureux. Bon, parlez-nous encore un peu de la Corse, parce que... Je voulais poser une question à toi, si vous permettez, Jean-Philippe. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de définir Claude. Parmi les choses que j'ai dit, j'ai défini sa corsitude, qui me paraît un des éléments essentiels de sa personnalité. Alors, d'où vient cette corsitude? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est votre mère, vos grands-parents qui vous ont élevé là-dedans? Ou est-ce que c'est les gènes très profondes? Parce que quand je parle de la corsitude de Claude, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça développe, ça englobe le sens de l'amitié, le sens de la fidélité et quelquefois aussi le sens du clan. C'est vrai, c'est une assez bonne définition. Alors je crois que ça doit être les gènes parce qu'il n'y a pas de raison d'éducation. Puisque je n'ai pas connu mon grand-père, j'ai très peu connu mon père, je n'ai pas été élevé en Corse. Et je le répète, la première fois que j'ai découvert la Corse, j'avais 34 ans. Donc je pense que c'est peut-être plus les gènes, c'est peut-être plus le tempérament. Ou alors peut-être que c'est aussi indirectement, soit la pension, soit l'éducation que j'ai eue avec ma grand-mère, qui était l'autre grand-mère, qui était une très forte personnalité. Mais c'est vrai que ce côté, je crois qu'il y a une définition qui m'a beaucoup touché, qu'a donné Renato tout à l'heure, c'est un Corse matiné de Calvin. C'est vrai que j'ai un côté comme ça, effectivement, un peu corse, mais en même temps un peu comme ça, austère. La rectitude. La rectitude. Mais je crois que ça doit être les gènes, et ça doit être là qui est l'inné, il doit y avoir la l'inné qui est là-dedans, la Corse qui ressort. Je vous propose qu'on regarde quelques images, ça vous permettra de poursuivre sur la réflexion. Au fond, vous avez 34 ans, vous retrouvez la Corse. Qu'est-ce qui va vous toucher dans cette terre qui est nouvelle pour vous? Ce qui m'a beaucoup touché, si j'ose dire, d'abord c'est le paysage. Je crois que tous ceux qui ont été en Corse le disent, c'est une montagne dans la mer. Ce qui m'a beaucoup touché ensuite, c'est la personnalité des gens. C'est vrai que je retrouve peut-être là, alors ça rejoint ce que dit Renato, des traits de mon caractère, un peu rigide, un peu ferme, un peu exigeant. J'ai pu retrouver tout ça dans les Corses et tout, le côté clan effectivement, le côté famille. J'ai été très touché par la musique. La musique corse est une musique splendide, les polyphonies corses sont splendides. Et tout le monde chante. Tout le monde chante, puis c'est vraiment une tradition. Au début, les chants polyphoniques étaient d'abord une tradition essentiellement masculine. Ça remonte tout ça à la Méditerranée et des pays arabes. Mais c'est une musique qui est une musique triste. La musique des morts, par exemple, les messes chantées. Et j'étais très touché par tout ce pays, par l'affirmation d'une culture. Les Corses ont été victimes du centralisme français, ont été victimes, ils ont perdu pendant la guerre de 14-18, a été pour la Corse une véritable saignée. Et ils ont malgré tout réussi à sauver leur culture avec toutes sortes d'aspects très négatifs, un peu parfois mafieux, parfois corruption et autres et tout. Mais cette volonté d'affirmer la culture, et ça me frappait, si vous voulez, en tant que profondément attaché au fédéralisme helvétique. Quand j'étais en Corse les premières fois, je disais, mais on peut parfaitement avoir deux nationalités. Moi, je peux être genevois et suisse, et européen accessoirement. Vous, Français, vous avez du mal à comprendre ça. Ben, je pense qu'on peut parfaitement être corse, avoir sa culture, sa langue, parce que dans les villages, on parle le corse, et en même temps être français. Et c'est tout ça qui m'a touché, même si parfois cette île m'agace un peu par le côté, je le répète, mafieux, corruption, banditisme et autres et tout. Mais ils ont une vraie personnalité, et ils me font penser un peu... je m'en excuse auprès de mon ami Bernard Creta, ils me font penser aux Valaisans. Ils ont parfois un peu la tête dure comme les Valaisans, une vraie identité, une vraie volonté d'être attachés à leur terre. Et c'est une île qui me touche, même si pour moi, mon pays, c'est Genève. Mais c'est ma deuxième patrie ou ma deuxième culture. C'est aussi en même temps les racines, vous voyez.
Et la recherche de ce grand-père, vous l'avez tenté quand même ou non? Il est là. Oui, c'est-à-dire que, bon, d'une part, mes parents se sont séparés très jeunes, donc j'ai peu connu mon père. Je l'ai revu plus tard, vers la fin de sa vie, donc il y a eu toute une période de vide. Et puis mon grand-père a lui-même aussi quitté ma grand-mère relativement jeune, je dirais dans les années 20, si j'ai bonne mémoire, et il a disparu quasiment de la circulation. Et donc, si vous voulez, je n'ai pas connu mon grand-père, il n'y a pas de souvenirs familiaux par rapport à lui, et c'est beaucoup, par exemple, c'est très tard qu'on a appris qu'il était mort à Marseille, après des recherches. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de rupture, la rupture par rapport au grand-père, puis la rupture par rapport au père, alors qu'en revanche, du côté de ma mère et de ma grand-mère, il y avait un véritable lien, si vous voulez. Bon, ces séparations, ces divorces, ça marque profondément un homme et on sent que c'est plutôt les hommes qui s'en vont et les femmes qui restent. Vous parlez de votre grand-mère maternelle, vous parlez de votre grand-mère paternelle, vous parlez de votre mère. Tout à fait, c'est une famille où les hommes, peut-être, n'ont pas toujours été très positifs, si j'ose dire. Je dois beaucoup, en ce qui me concerne, à ma grand-mère maternelle, d'abord, et puis surtout beaucoup à ma mère. Ma mère, mes parents se sont séparés très jeunes, et je pense que pour elle... le fait que j'ai, entre guillemets, une petite réussite, que je me sois affirmé, j'ai pu faire des études, a été une forme de revanche. Je dois beaucoup. Vous savez, mon père était ouvrier. Et je dis souvent que j'ai eu cette chance de pouvoir... Vous savez, en général, on dit sociologiquement, un fils d'ouvrier devient gendarme ou huissier, et puis ensuite, ce sont ses enfants à lui qui font des études universitaires. Moi, j'ai eu l'occasion, la chance, grâce à ma mère, de faire le saut et pouvoir faire des études. Donc, je dois beaucoup aux femmes. Et puis à ma grand-mère maternelle, qui était une très forte personnalité. Et le père ouvrier, vous en avez des souvenirs ou c'est peu de... J'ai des souvenirs très vagues quand j'étais petit. Ils se sont séparés quand j'avais... Avant, ils ont divorcé plus tard, mais ils se sont séparés quand j'avais 6 ans. Donc j'ai des souvenirs assez vagues et tout. Et je n'ai retrouvé mon père. Je l'ai vu une fois, mais j'ai retrouvé mon père vers la fin de sa vie, enfin, en 1975. Car les choses s'étaient mal passées, si vous voulez, je pense, entre mes parents. Et puis, depuis Genève, je n'avais pas l'occasion de le voir. Et je l'ai retrouvé beaucoup plus tard. On vous a posé la question lors de la préparation. Est-ce que vous avez des photos de votre père? Et vous avez dit, il faut que je cherche. Oui, j'ai effectivement cherché des photos. Et je dois dire que je sais que j'ai des photos qui ont été faites d'ailleurs par... ce n'est pas par moi qui ai fait des photos. C'est des Neuchâtelois d'ailleurs. Un couple d'enseignants neuchâtelois qui avait fait des photos de mon père. Je ne les ai pas retrouvées. Je ne sais pas où je les ai mises. Mais quand j'ai regardé, quand on m'avait posé la question, quand j'ai cherché dans les albums de photos, ben effectivement, je n'ai aucune photo de mon père. Il y a une absence, là. En revanche, j'ai des photos de mon grand-père, parce que quand j'ai fait les recherches sur la Coche, j'ai retrouvé quelques photos et tout, par une tante qui habitait en France, qui avait gardé des photos de son père. Mais, Et l'absence d'un père, ça met dans quel état? On se révolte, on dit « je voudrais qu'il soit là », on le renie, on oublie, on gomme. Non, si vous voulez... C'est plus tard qu'on réalise qu'on n'a pas eu de père. C'est peut-être plus tard qu'on se dit l'absence du père explique peut-être certains traits de caractère. J'ai certainement été marqué par ça, par la vie chez ma grand-mère, par la pension. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que peut-être... Vous savez, quand vous avez 8, 10, 12 ans, quand vous vivez ça, peut-être que vous vous endurcissez. Vous vous habituez à avoir des rapports comme ça, un peu durs. C'est plus tard qu'on se pose des questions. C'est quand on devient adulte. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai voulu rencontrer mon père. Je l'ai rencontré et je ne crois pas au lien du sang. C'est terrible ce que je dis, mais je ne crois pas. À la fin de ma vie, à la fin de sa vie, j'ai fait effectivement... j'ai estimé que c'était normal de le revoir. Et on a eu de bons contacts, mais sans plus, si vous voulez. Je ne lui en veux pas du tout, hein, c'est sa vie, moi je ne sais pas me prononcer sur ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que l'absence marque, mais on en prend conscience plus tard. On prend conscience plus tard, oui, quand vous êtes en pension peut-être, mais on prend conscience plus tard de cette absence. Est-ce qu'à partir d'une expérience comme cela, ça sera ma dernière question, on se dit, si je forme un couple un jour, une de mes préoccupations la plus forte sera que ce couple ne se sépare pas. Ma grand-mère, mon grand-père sont séparés, ma mère, mon père. Moi, il était certain que jamais je n'aurais divorcé. J'ai eu la chance d'épouser une femme avec laquelle cette question ne s'est jamais posée. Mais si elle s'était posée, je n'aurais pas divorcé à cause de mes filles, à cause des enfants. Je pense que toute rupture, c'est toujours difficile à dire, hein, parce que chacun peut réussir ses divorces et tout, mais toute rupture peut être difficile pour les enfants. Et comme j'avais vécu cela, si vous voulez, je ne voulais pas le répéter pour mes enfants. Alors, l'occasion ne s'est pas présentée.
Peut-être que forcément, si ma femme et moi, nous avions lancé les assiettes à la figure, peut-être que j'aurais changé la vie. Vous auriez mieux vécu si votre mère et votre père étaient restés ensemble? Je ne dis pas mieux vécu parce que, si je peux me permettre, il y a toujours, quand on me pose cette question, je reprends toujours une phrase d'un roman, vous qui connaissez bien la littérature, de Pablo Neruda, c'est ses mémoires, qui dit « J'avoue que j'ai bien vécu ». Je crois que c'est plus ou moins ça le titre. Et je dis toujours, moi j'avoue que j'ai bien vécu. J'ai eu une chance extraordinaire de faire ce que j'ai fait dans la vie, d'être un privilégié finalement. Donc peut-être que si mes parents étaient restés ensemble, peut-être que j'aurais eu une vie différente et moins intéressante. De ce point de vue-là, je dirais que je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma mère. Alors juste une... Oui, Jean-Philippe, puisqu'on est dans la psychologie, au fond, Claude, vous avez été marqué par l'absence du père, votre enfance, puis vous êtes devenu père un jour, de filles admirables d'ailleurs. Comment vous avez joué votre rôle de père, puisqu'au fond, vous n'aviez pas de modèle? Et ensuite, comment vous vous considérez, vous, comme quel type de père avez-vous été pour vos deux filles? Je dirais, il faut demander ça à mes deux filles. Vous êtes content d'être venu avec des questions pareilles. Hein. Je dirais, nous nous sommes mariés très jeunes. Ma femme avait 20 ans, j'étais à l'université, j'en avais 22, 23. On s'est mariés très jeunes, on a eu des enfants jeunes. Et je ne savais pas très bien comment on élève les enfants, parce qu'en général, on ne sait pas comment on élève les enfants. C'est facile à faire, c'est plus difficile à élever. J'ai été un père certainement exigeant, c'est-à-dire que je voulais à tout prix que mes filles arrivent à l'âge adulte et deviennent des adultes, et qu'il fallait vraiment que je sois un peu, comme j'ai pu être dans la vie professionnelle, quelqu'un d'exigeant, les encadrant, estimant qu'il ne fallait surtout pas qu'elles fassent de bêtises, j'entends par là. Et peut-être qu'ensuite, je me suis posé des questions, je m'en aperçois maintenant quand je m'occupe de mes petits-enfants. Alors quand on est grand-père, forcément j'ai 6 petits-enfants quand on est grand-père, alors il y a un côté très cool, parce que vous avez des petits-enfants, vous êtes très cool avec eux, puis s'il y a un problème, vous les rendez aux parents. Hein. Mais certainement que si c'était à refaire, peut-être que je serais plus souple que je l'ai été, mais je ne savais pas comment on élève les enfants. Je ne savais pas comment on fait. Et c'est une des choses qu'on ne vous apprend pas. Et le fait de peut-être d'avoir eu une enfance un peu chahutée, de ne pas avoir eu de père, fait que j'ai voulu être un père très présent, et parfois mes filles diront peut-être un peu trop présent. Bon, le résultat est assez bon quand même, rassurez-vous. Oui, ça va. Alors quand même un élément dans ce parcours, c'est que jeune, vous allez être dans un internat. C'est une situation qui n'est pas très facile et c'est assez frappant, on va le voir tout au cours de la semaine, ces expériences, moi je crois que c'est logique d'ailleurs, hein, ces expériences qui font l'honnête journaliste, qui a un rapport honnête avec ces sujets, c'est qu'il a ses racines. Et ces racines, c'est peut-être le fruit d'une expérience. Donc, dans un temps présent, de Marcel Choupart d'ailleurs, que vous dirigiez, émission que vous dirigiez à l'époque, on a retrouvé un document qui sûrement vous fera réagir. À l'école, il y a beaucoup plus de limites qu'à la maison ou ailleurs. Surtout en internat, il y a assez de limites. Il y en a beaucoup dans l'horaire des heures. À telle heure ici et à telle heure là-bas. On aimerait mieux sortir à notre gré, mais c'est impossible, parce que si l'on va en internat, c'est quand même pour travailler. À mon avis, les côtes manquent beaucoup de liberté. C'est, je crois, ce qui manque le plus ici. Ce qu'il faudrait, selon moi, c'est de pouvoir monter au Normand le soir. Mes soirées, je n'aimerais pas en gâcher une. Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est vivre libre. Se retrouver avec des copains, des copines, aller à des fêtes et par-dessus tout, voir ma gonzesse. Pour moi, ça c'est profiter de la vie. Pour moi, la liberté, c'est d'être tout seul sur une île au milieu de l'océan, avec beaucoup d'animaux, un chien, un perroquet, un cheval, etc. Si je pouvais me transformer en colon, je serais l'homme le plus libre du monde. Mais dans la vie, personne n'est vraiment libre. La liberté, pour moi, c'est d'être libre sans être libre.
Cela veut dire que j'aime bien avoir ma liberté, mais quand même que de l'autre côté, je sois tenu par quelqu'un. Aujourd'hui, quand je vois l'état de mon père, je crois qu'il vaut mieux avoir une bonne petite place à l'État, avoir une bonne petite paye de 5 à 7 000 francs et d'être sûr d'avoir sa place jusqu'à la fin de ses jours. Voilà comment je vois la liberté et la vie devant moi. Beau témoignage, hein? Oui, je dois dire, quand j'étais en pension, je n'aurais jamais osé mettre dans un cahier d'école Tes photos, la reproduction de cette jeune femme vue de dos. Je crois que on était beaucoup plus sage. Bien sûr, quand le dernier dit, quand je vois l'état de mon père, moi je serais fonctionnaire. C'est ouais, ça, je dois dire, c'est assez impressionnant, en même temps un peu triste. D'abord sur l'image des fonctionnaires, et puis sur l'image qu'il a de son père. Bien sûr. Nogent-le-Rotrou, c'est le collège, enfin l'internat dans lequel vous serez vous. Oui. Vous allez vivre un peu comme eux, cette situation avec de la solitude et un peu de tristesse. Non, bon, d'abord j'étais chez ma grand-mère, puis ensuite quand j'étais en pension. La pension, c'est à la fois extrêmement positif, puis il y a des aspects un peu négatifs. Alors c'est vrai qu'il y a un peu la tristesse, il y a la solitude, mais c'est en même temps le groupe, la collectivité. On se fait vraiment des copains, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un petit groupe, parce qu'il y a en même temps les externes qui s'en vont, parce que vous êtes dans un collège, dans un lycée, puis les externes s'en vont à 4h30, 5h, puis vous allez en études, comme on dit. Et donc, vous êtes comme ça avec un groupe de copains. Je me rappelle, il y en a un qu'on appelait Docteur Clavicule, je ne me rappelle plus de son nom maintenant, mais parce qu'il s'était cassé la clavicule. C'est un type très chouette. Et je veux dire, il y avait ces rapports d'une part à la fois la solitude, mais en même temps le groupe. J'allais dire presque un peu comme Renato Leclan, ceux qui restent en pension, ceux qui restent le week-end. Nogent-le-Rotrou, c'est une petite ville qui est en dessous de Chartres, il doit y avoir maintenant 15 000 habitants, à l'époque il y en a peut-être 10-12 000. Beaucoup de jeunes de la campagne qui venaient là parce qu'ils habitaient à 15-20 km et les parents les mettaient en pension. Certains d'entre eux rentraient le week-end. Et ça apprend les rapports avec les autres, mais en même temps des rapports parfois un peu exigeants et durs, parce qu'il y a les grands. Vous savez, quand vous êtes en pension, quand on sert à table, c'est les grands qui servent. Donc après un certain temps, c'est vous qui prenez la place des grands, parce qu'entre-temps, les grands ils sont partis ailleurs, etc. Et vous êtes devenu un grand à votre tour. Il y a une manière de servir ou de se servir et autre et tout. C'est une bonne école. Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. Je pense qu'il est préférable d'être en famille. C'était un enseignement laïque? Oui, laïque, oui, très très laïque, avec des professeurs, des instituteurs d'abord, puis des professeurs, dans cette tradition française de la Troisième République, qui est cette tradition laïque, républicaine, avec les leçons de morale, en début chaque fois, je me souviens toujours de cette leçon de morale, en début de classe, après le pain, l'instruction et le premier besoin du peuple, Danton, alors il fallait commenter ça, etc. et tout. Tout ça se situe quelques années après la guerre. C'est aussi la période des pions, quand vous êtes en dortoir, la lecture sous les draps, on se cache sous les draps et puis on lit comme ça en douce. C'est peut-être là les premières fois que j'ai eu ce plaisir de la lecture nocturne. Et puis tout d'un coup, on entend le hurlement du prof qui dit « Je sais que vous lisez, on éteint !» Et donc c'est... Mais ce qui est frappant depuis le début de cette émission, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un personnage qui vous a marqué. Parce que ça fait plusieurs fois que vous faites référence, vous dites à chaque fois « ma grand-mère ». Et que la grand-mère maternelle, elle a dû jouer un rôle essentiel, ou en tout cas important, dans votre découverte du monde. Elle a joué un rôle important, c'était un vrai personnage, très forte personnalité, qui certainement marquait la famille, qui à 19 ans au début du siècle, en 1911, s'est retrouvée enceinte de 2 enfants. Elle faisait des études, c'était quelqu'un qui était intelligente et qui aujourd'hui ferait des études universitaires, qui faisait des études, elle allait vers ce qu'on appelait en France à l'époque le brevet élémentaire, elle aurait certainement fait son bac, elle serait devenue institutrice ou professeure. Et immédiatement enceinte, le père l'a fait, si j'ose dire, rentrer à la maison. Elle a eu des jumeaux par-dessus le marché dans ma mère. C'était une très forte personnalité, un peu écrasante, et qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. D'abord, dans sa maison, il y avait un grenier, c'est pour ça que moi je garde beaucoup de choses. Il y avait un grenier où on montait, il y avait des vieilles illustrations, elle m'a donné le goût de l'histoire, on racontait les choses et tout. On jouait aux cartes, j'ai appris à jouer aux cartes avec elle. J'ai appris beaucoup de choses avec elle, parce que peut-être quand il y avait l'absence des parents, elle avait une fonction compensatrice. Et jusqu'à l'âge de... Elle est morte à 97 ans, jusqu'à l'âge de
90 ans, très forte personnalité. Ensuite, elle a vieilli, décliné. Mais c'est vrai que c'était un personnage de référence dans la famille. Je le répète, certainement pas simple pour ceux qui vivaient avec elle. J'ai l'impression qu'on le retrouve plus dans la grand-mère, là, déjà, non, Renato? Ah, ça m'a l'air... Je n'ai pas connu sa grand-mère, je le regrette infiniment, mais ça m'a l'air d'avoir marqué tout à fait le caractère de Claude, qui est celui qu'on lui connaît aujourd'hui. Ouais. La rigueur, la diversité, l'intelligence. À 12 ans, vous allez revenir à Genève, et puis il y a un souvenir que j'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que vous serez attentif à ça, Renato. Souvenir entre la gare Montparnasse et la gare de Lyon. Ah oui, quand j'ai quitté Nogent-le-Rotrou, j'ai pris le train à l'époque tout seul. D'ailleurs, je suis toujours frappé, c'est quand je réfléchis à quelle heure je suis devenu correspondant à Paris ou quand je voyageais seul, je suis obligé de me remémorer cela parce que des fois je me dis, mais enfin, on ne voyage pas seul à 12 ou 14 ans, et je voyageais seul à 12 ans. Et donc, je suis revenu jusqu'à la gare Montparnasse où là, un cousin de ma mère est venu me chercher à la gare. C'était en 1948, en été, est venu me chercher à la gare et a traversé Paris de la gare Montparnasse à la gare de Lyon en me mettant à l'arrière sur son vélo et à l'avant la valise devant. Et j'imagine cet homme aujourd'hui maintenant. Je me dis, moi j'ai trouvé normal, hein, je veux dire, mais j'imagine cet homme pédalant, traversant Paris, qu'un gamin à l'arrière. C'est une époque où il y avait beaucoup moins de moyens de transport que maintenant et certainement il avait moins d'argent. Et la valise devant. Et je l'imagine encore pédalant. Il s'appelait Bernard Dieu et je te dirais que j'ai un souvenir ému de cela, de cette espèce de gentillesse au lieu de se dire ah, tu marcheras avec moi parce qu'il faut dire que je porte la valise. C'est une petite anecdote. Oui, je dirais que d'être piloté par Dieu à travers Paris, c'est quand même... Parce qu'on peut le lui dire, quelquefois on disait Torres c'est Dieu. C'est vous dire que peut-être vous l'ignoriez, mais il est resté un lien de Bernard Dieu à travers les commentaires de certains collaborateurs qui pouvaient être amusés. Pas d'accord, Renato? Mais si, tout à fait. Il a eu beaucoup de surnoms, Claude, à la télévision. Peut-être qu'on les évoquera dans d'autres émissions plus tard. Vous comptez revenir demain, c'est ça? Éventuellement, oui. Arrivé à Genève, quelle est l'impression que vous avez de cette ville pour vous? Bon, si vous voulez, le changement est double. D'une part, je retrouve ma mère, après des années d'une vie assez, pas solitaire, mais enfin, je me suis organisé ma petite vie d'enfant. Et puis, deuxièmement, une ville différente, et puis le collège Calvin. C'était à l'époque où tous les collégiens, enfin, tous les jeunes Genevois qui faisaient des études passaient à Calvin. Et je suis d'abord allé à Calvin pendant quelques temps, puis ensuite je suis passé au collège moderne, où j'étais avec Jacques Dreyfus, le frère de la conseillère fédérale, puis je suis revenu à Calvin. Et c'était forcément très, très différent de la pension, je dirais. Il y avait la différence liée à la vie de famille, la différence liée par rapport au type d'études, et la différence liée par rapport à l'environnement de Genève. Alors, Collège Calvin, quelques images. Le Collège Calvin célèbre cette année le 425e anniversaire de sa fondation. 1536. Enfin libre mais isolé, Genève adopte la réforme et décrète l'instruction publique obligatoire. Cette même année, un jeune lettré, Jean Calvin, est retenu à Genève par le réformateur Guillaume Farel. Et Calvin se trouvera par la force des choses transformé en chef d'église. 22 ans plus tard, il obtiendra enfin du pouvoir civil la fondation d'un collège et d'une académie. Dès 1836, l'enseignement prend une orientation résolument moderne. L'ancien collège a vécu. Il laisse pourtant de vifs souvenirs dans l'esprit de ses anciens élèves, comme l'écrivain genevois Philippe Monnier, auteur du livre de Blaise. Écoutons-le. Le collège est un monument vénérable et une noble institution de ton pays. Tous ceux qui à Genève ont acquis un nom, accompli une œuvre, rayonnés par leur talent, leur science ou leur foi, ont grandi, ont joué dans l'enceinte qui s'ouvre pour t'accueillir. Parmi les plus connus, citons le poète Agrippa d'Aubigné, le financier Jacques Necker, le savant Horace Bénédicte de Saussure, le général Dufour, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, l'acteur Michel Simon et le roi Baudouin de Belgique. Renato. Figurez-vous que je suis en train de relire le livre de Blaise, pour la xème fois dans ma vie, parce que pour moi c'est un livre extrêmement important, qui décrit tellement ce que le Collège de Genève a été, et j'espère toujours. Et j'ai
je veux demander à Claude, moi j'ai fait aussi le saut, non pas d'une institution d'internat, mais d'une école d'un village de campagne à Moutier, dans le Jura, qui était à l'époque bernois, enfin qu'il est toujours d'ailleurs à Moutier, depuis la votation d'hier. Et mes parents m'ont transplanté un jour au collège à Genève, quand j'avais 12 ou 13 ans, et le choc a été rude. Parce que le collège, c'est l'école de la liberté. Je ne sais pas comment Claude l'a ressenti, c'est ce que je lui ai demandé. En sortant d'un internat français par-dessus le marché, le collège, à notre époque, était une école où on nous laissait une gigantesque liberté intellectuelle. Moi, ça m'a marqué toute ma vie, mais le saut a été rude. Alors, je ne sais pas comment c'était pour vous, Claude. Moi, j'ai pas eu ce saut-là sur ce plan-là, puisque quand on est en pension, à la fois il y a l'encadrement, puis en même temps on est très libre. Cette espèce de contradiction, on se gère soi-même. Le saut a peut-être été plus par rapport aux autres élèves. Le collège à l'époque était, je ne dis pas peu démocratique, mais enfin, l'essentiel des élèves était de la bonne société genevoise. Il n'y avait qu'un collège, c'est-à-dire tout le monde passait là. D'ailleurs, à cet égard, je dirais tous ceux qui ont à Genève, tous ceux qui ont 2-3 ans de plus que moi ou 2-3 ans de moins que moi, je les ai soit rencontrés au collège, soit eus comme condisciples au collège, dans une classe parallèle ou autre, soit à l'université. C'était encore un monde relativement clos, si j'ose dire, ce qui a quand même beaucoup changé maintenant, parce qu'il y a beaucoup de collèges. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt ça que j'ai ressenti. La tradition du pensionnat faisait que je devais porter une blouse qui était très mal vue, donc je vais avouer ça à ma mère, je la mettais pas toujours, je la cachais un peu. Je sentais plutôt, si vous voulez, certaines barrières sociales. C'est peut-être plus ça dont j'ai souffert au collège. Et vous avez senti les barrières sociales au collège, ou bien vous y pensez maintenant? Vous étiez... Non, je les ressentais quand même. Je les ressentais, mais tout ça, forcément, il faut toujours faire très attention, c'est avec le recul du temps, ouais. Qu'est-ce qu'est de l'analyse intellectuelle et qu'est-ce qu'est de la réalité. Il faut toujours très nuancer. J'ai de bons souvenirs du collège, mais en même temps, j'avais décidé que je n'y resterais pas un jour de plus. Que je ne raterais pas ma matu. Et j'ai très régulièrement travaillé juste de quoi avoir ce qu'on appelle le certificat. Vous savez, quand on a la bonne moyenne, le 4,5 sur 6, j'ai eu 2 années de suite 4,51, ce qui prouve que j'ai vraiment calculé mes moyennes pour avoir juste ce qu'il fallait pour le certificat. En revanche, la dernière année avant la matu, alors j'ai vraiment travaillé, j'ai fait une assez bonne matu. J'étais avec un copain, tous les deux on ne voulait pas faire une année de plus au collège. Et d'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote. On avait calculé, c'est que le collège durait 7 ans, et on avait calculé quand serait exactement la moitié, donc 3 ans et demi, on avait fait un calcul tout à fait arbitraire bien sûr, on avait décidé que c'était un jour, on avait fait 3 ans et demi, il ne nous restait plus que 3 ans et demi, c'était le mercredi à 15h, alors ce jour-là on a gâté, comme on dit, on a sauté une classe, et on a célébré, on a déjà fait la moitié, il ne nous reste plus que la moitié. Donc c'était un peu ce sentiment-là, si vous voulez. J'ai à la fois eu du plaisir dans les études, mais en même temps, il faut que je fasse ma matu, je ne peux pas me permettre aussi pour des raisons sociales de perdre une année. Donc j'ai un sentiment un peu ambigu. Mais en revanche, quand je revois des images comme ça par exemple, quand je revois des copains et qu'on parle du collège, et j'aime pas beaucoup le côté ancien collégien ou ancien étudiant, mais quand je reparle, j'ai de plus en plus et la nostalgie et un sentiment que c'était une belle époque, donc ce qui prouve que quand même je vieillis. Alors Renato, ce qu'on peut se dire, c'est que demain vous allez essayer de nous rejoindre, ou entre demain et après-demain, parce que la nostalgie, on va quand même la parcourir un tout petit peu, même s'il n'aime pas trop ça, Claude Torasanta, c'est qu'à l'université, il va compter, il va être... Quels vont être ses rôles, vous qui l'avez connu, là? J'ai connu Claude, en effet, à l'université, pas sur les bords du collège, parce qu'il a quelques années de moins que moi, quelle chance il a. À l'université, nous nous sommes connus, je crois, à travers Action étudiante, dont vous avez un exemplaire. Dont on reparlera demain. On reparlera demain, qui est un journal que nous avions créé avec Guillaume Chenevière et d'autres. Et puis, Claude, bien sûr, a joué un rôle. Je crois que c'est sa nature de jouer un rôle. Donc, il est entré à l'AG, mes souvenirs sont bons, il est devenu un des animateurs principaux d'Action étudiante. Il était président de Belles Lettres. Et puis, alors voilà, j'allais dire, si les gens savent encore ce que c'est que Belles Lettres de nos jours, qui était une société d'étudiants dont le grand patron, le grand gourou, le penseur était André Chavannes à notre époque, eh bien, Claude est entré à Belles Lettres et il en est devenu naturellement président un jour. Je ne sais plus si c'est un coup d'État, un coup de force, une fraude électorale suivant la tradition corse. Mais il est devenu... Pourquoi pas tout simplement un coup de cœur? Je ne me souviens pas d'avoir... Je ne me souviens pas d'avoir voté pour lui. Merci, on vous retrouve demain.